Franchement, sincèrement, c'est dur, hein. Je me sens dans la peau d'un mec qui a picolé la veille et qui doit gérer une énorme gueule de bois. Ce match m'a fait très mal. J'ai eu du mal à trouver le sommeil, vraiment. Je me suis posé 1000 questions. J'ai pas forcément les réponses ou les réponses que j'ai me satisfont pas. Et je me demande vraiment comment l'équipe de France a pu passer au travers de ce match alors que la configuration, la situation du match les mettait dans les meilleures dispositions possibles. Comment est-ce que la France a réussi à ne pas gagner ce match alors qu'elle avait l'avantage du nombre? Franchement, alors oui, il y a eu 2 buts refusés. Un pour un hors-jeu, pour une demi-chaussure hors-jeu, OK. Et le deuxième but, il faut que l'arbitre, madame Olafsson, me dise exactement pourquoi ce but a été refusé. Alors, on pourra toujours me dire: «Oui, Maël Leclerc faisait action de jeu, a gêné la gardienne allemande et c'est pour ça que le but a été refusé», alors qu'elle était hors jeu au départ. Sincèrement, ce but aurait été accordé dans énormément de matchs. J'en ai vu énormément, j'ai vu des situations comme ça où le but était accordé. Mais hier soir, avec la France, c'est pas passé. Et là, ouais, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le sort finalement s'acharne?» En dehors de toute considération tactique, en dehors de toute analyse technico-tactique, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intangible qui, fait que cette équipe de France est éliminée au stade des quarts de finale? Je ne sais pas si vous croyez en la destinée, mais il y a une espèce de fatalité maudite qui tombe sur cette équipe de France et je pense, je vais commencer à y croire, sincèrement, avec tous ces échecs répétés, année après année, génération après génération. Vous mettez n'importe quelle joueuse sur le terrain, vous mettez n'importe quel entraîneur sur le banc de touche, rien n'y fait. Rien ne change à la destinée de cette équipe de France. Et la fatalité, le destin, tout ce que vous voulez, nous regarde dans les yeux et nous dit: c'est pas encore l'heure de l'équipe de France. L'heure de gloire n'a pas sonné pour cette équipe de France. Et franchement, je commence à croire en ça. J'ai regardé sur les réseaux sociaux et ailleurs tout ce qui a été dit. J'ai vu, j'ai ressenti toute la frustration, la colère, et je la comprends, je la partage même. Je suis un supporter passionné de cette équipe de France. Mais en même temps, je suis un observateur patenté. Et je me dis que vous auriez mis n'importe qui, vous seriez passé du 4-3-3 en 4-4-2 ou en 3-4-3, rien n'y aurait fait. Rien n'aurait changé l'issue de cette rencontre. Rien. Quand vous voyez l'arrêt, la parade sortie de nulle part, monstrueuse, d'Anne-Catherine Berger, une gardienne qui était critiquée à juste titre par tout un pays pour son jeu risqué, pour ses sorties hasardeuses, et qui nous fait le match de sa vie contre l'équipe de France, pour moi la réponse est évidente. L'équipe de France est victime d'un sort maléfique qui s'acharne sur les Bleus et qui les empêche de performer sur un tournoi majeur. Voilà, en grosso modo, mon analyse. Alors, je vais quand même vous délivrer dans la vidéo, mes très chers amis, un débrief classique avec les schémas tactiques, les enjeux sur ce match. On va dérouler le fil du match et puis on finira par les notes. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo qui a été vraiment très très difficile à monter, mais j'y ai quand même mis mon cœur parce que je veux quand même vous partager mon sentiment, mes impressions. Je vous donne aussi toujours des faits concrets, hein.
on part de faits, on part de ce qui se passe sur le terrain. La vérité, elle est là, sur le terrain. Mais finalement, comme je l'ai dit, la vérité, elle est aussi ailleurs. Pour reprendre le slogan d'un célèbre feuilleton qui passait sur la 6, hein. Pour ceux qui ont la ref, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, hein. J'ai pas pris le temps de vous saluer, mais j'espère que vous allez bien. Malgré ce qui s'est passé hier, je pense qu'on a quand même tous le cœur lourd. Et j'essaierai quand même d'apporter une touche positive dans le concert on va dire de critiques, d'insultes envers le coach. Il va falloir qu'il ait la tête sur les épaules, qu'il garde la tête froide. Je vais quand même essayer d'apporter une touche positive parce qu'il y a quand même des choses à garder. On ne va pas tout jeter. L'eau du bain, la baignoire, le bébé qui est dans le bain, il faut quand même savoir raison garder. Il y a de très bonnes choses sur lesquelles l'équipe de France peut s'appuyer. On va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti les amis. Allez, sur la partie tactique, Laurent Bonadei donc opte encore et toujours pour son 4-3-3, un 4-3-3 donc qui permet à ses joueuses d'exprimer pleinement leur potentiel. C'est un 4-3-3 sur lequel s'est appuyée l'équipe de France depuis le début de l'année 2025 et qui lui a plutôt réussi. 11 victoires sur 11 matchs au moment où elle se présente face à l'Allemagne pour ce quart de finale. Deux changements simplement par rapport à son 11 type, son 11 idéal dans son esprit, notamment Diani qui remplace sur le côté gauche Sandy Baltimore. Je pense que Sandy Baltimore, parce qu'on a pu se poser la question, elle n'était pas blessée, hein, c'est simplement qu'elle a dû payer quand même sa mauvaise prestation contre la Hollande. Donc c'est une titularisation opportune pour Diani, côté gauche. Et puis donc le deuxième changement notable, c'est aussi donc la titularisation de Grijenbok qui revient donc en défense centrale, accompagné de Maël Lacrar. Sinon, le reste, c'est du classique de chez classique. En face, Christian Vuk, donc le sélectionneur que je découvrais pour cette compétition, lui, il est parti plutôt sur aussi sur un 4-3-3 avec Anne-Catherine Berger en défense. Une défense donc plutôt néophyte concernant le haut niveau, concernant un tournoi majeur pour cette équipe d'Allemagne. Linder côté droit. Dans l'axe, vous avez Henrich et Nack. Nack avait beaucoup souffert contre la Suède. Et Kett, donc la latérale gauche du Bayern de Munich. Au milieu, donc un milieu à 3 avec Minge à la pointe du triangle inversé devant la défense, accompagné par les milieux relayeuses que sont Sens et Nusken, la joueuse de Chelsea. Enfin, une ligne d'attaque de très très haut niveau avec Bull, Hoffmann que je ne connaissais pas du tout par contre, mais quand on voit son gabarit, elle est vraiment dans la lignée pure des attaquants allemands, hein, là aussi je pense aux garçons. Et puis vous avez Brand sur le côté droit de l'attaque. Voilà pour l'équipe d'Allemagne. Les enjeux sont clairs comme de l'eau de roche. Victoire obligatoire, on est en quart de finale, pour avoir la chance d'aller défier en demi-finale l'équipe d'Espagne. C'est aussi simple que ça. Bon, les amis, je vais essayer quand même de vous condenser ce match où il y a énormément de choses qui se sont passées en quelques minutes simplement. La France ne pouvait pas mieux commencer ce match. La configuration était telle que la France était dans la meilleure situation possible en début de match. 12e minute, expulsion de Hendrich, la défenseur expérimentée qui a quand même trouvé le moyen de tirer les cheveux de Grijenbok sur un corner tiré par la France.
et qui fait qu'elle a eu ce carton. Et elle était là, fulminée en rentrant donc au vestiaire. Mais à ta place, je baisse les yeux, je moufte pas et je rentre, voilà, tête baissée au vestiaire. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. Bon, bref, en tout cas, ça mettait super bien la France qui avait l'avantage, du nombre, mais le problème, c'est que ça s'est pas vu, quoi. L'Allemagne, on savait, que les Allemandes auraient vraiment beaucoup de mal à créer du jeu à 10 contre 11 et que elles seraient, là où elles seraient dangereuses, ce serait sur les coups de pied arrêtés, vu leur taille et vu leur habilité sur les coups de pied arrêtés. Et ben, ça n'a pas manqué. Sur un corner, il n'y en a pas eu beaucoup du côté de l'Allemagne, il n'y en a pas eu beaucoup non plus du côté de la France. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 sur tout le match du côté de la France. On en reparlera après. Et ben, l'Allemagne, grâce à Nusken, arrive à trouver donc à trouver la lucarne de Pauline Perromagnin et arrive à égaliser dans ce match. Mais franchement, moi qui étais installé dans mon fauteuil, qui appréciait, donc qui savourait ce début de match avec déjà pas mal de rebondissements, je me disais tranquille, l'équipe de France a quasiment 80 minutes où elle va jouer à 11 contre 10, elle va bien trouver la faille. Eh ben non, non. En fait, et c'est là où on peut vraiment accuser l'équipe de France, c'est pas tant au niveau des ressorts mentaux que ça s'est joué. Ça s'est joué plutôt au niveau de l'envie, au niveau de la détermination. Vous avez une équipe d'Allemagne qui a donné une vraie leçon en la matière à cette équipe de France. De la détermination, de l'agressivité. Une équipe d'Allemagne qui a fait corps au niveau défensif, qui s'est démultipliée sur le terrain pour étouffer toute velléité offensive de l'équipe de France. Et l'équipe de France qui n'a pas su se mettre au niveau de cette équipe d'Allemagne. C'est aussi vrai que cela. Après, l'équipe de France a maîtrisé le jeu, effectivement, a eu les plus belles occasions, a marqué 2 buts, j'en ai parlé dans mon introduction, 2 buts qui ont été refusés, et voilà, qui a essayé quand même, avec ses armes, d'emporter ce match. Sauf que ça n'a pas suffi, et l'équipe de France n'a cessé de buter sur cette équipe allemande valeureuse, courageuse, effectivement. Et puis en plus, comble de la malchance, c'est qu'on a eu une Anne-Catherine Berger, qui a été élue meilleure joueuse du match, dans la forme de sa vie, qui a fait le match de sa vie, comme par hasard, contre l'équipe de France en quart de finale d'une grosse compétition. Et je vous parie mon billet, je mets un billet de 10, allez, aujourd'hui je mets un billet de 10 euros, je suis joueur, je vous parie que la France passera en demi-finale de la Ligue des Nations en octobre prochain. Vous verrez. Mais là, pour 7 euros, pour un tournoi ultra majeur, un tournoi très important, eh ben, on n'a pas réussi à trouver la faille. Et vraiment, ça fait énormément de balles. Mais de balles, non, de mal, excusez-moi. Un lapsus révélateur, mais c'est vrai que ça fait quand même très, très mal. Et tout s'est joué sur la détermination. Alors après, on peut parler des choix tactiques. Pour moi, le 4-3-3, encore une fois, au coup d'envoi, ça a du sens. Le 4-3-3 a apporté beaucoup de garanties à cette équipe de France, mais au moment où on avait l'avantage du nombre, peut-être, c'est facile à dire hein, après coup, qu'il aurait peut-être mieux valu pour Laurent Bonadei de changer ses options tactiques et de pourquoi pas basculer sur un 4-4-2 un peu plus offensif en excusez-moi, en enlevant un milieu de terrain et en permettant par exemple à Katoto d'avoir une joueuse comme Clara Matteo à ses côtés. Clara Matteo qui, et ça m'a fait plaisir parce que Camille Abili a validé donc, dans l'émission d'après-match ce que j'avais dit plus tôt avant que l'Euro ne démarre,
allez voir mes vidéos concernant l'équipe de France avant l'Euro, j'avais dit que Clara Matteo serait plus efficace si elle était dans une attaque à deux têtes. En 9,5, en tournant autour une attaquante, je pense que Clara Matteo aurait fait beaucoup plus de bien qu'en la laissant simplement toute seule sur le front de l'attaque, entourée de défenseurs rugueux comme celle que l'Allemagne propose. Laurent Bonadei n'a pas fait ce choix tactique et je pense que c'est pour moi une des seules erreurs qu'il a pu commettre concernant donc ce match. Pour le reste, ça se joue au niveau de l'envie, au niveau de la détermination, les amis. Après, la séance des tirs au but reste anecdotique à mes yeux. L'équipe de France aurait dû gagner en la circonstance dans le temps réglementaire, allez, dans les prolongations au pire, mais aurait dû absolument s'éviter cette séance de tirs au but. C'est la loterie et je parlais de sort qui s'acharne sur l'équipe de France et la destinée a basculé du côté de l'Allemagne qui poursuit son chemin et la France qui cale encore une fois en quart de finale d'une grosse compétition. Et maintenant, les amis, on en vient aux notes. Et je sais que vous aimez ça. Donc là, je vais vous faire plaisir. Je vais distribuer des notes aux joueuses qui sont ressorties dans ce match. Je vais sortir aussi la sulfateuse pour certaines joueuses, et notamment les ailes de l'équipe de France. Je mets la note de 3 sur 10 à Diani et Cascarino. Cascarino que je n'ai pas reconnu. Est-ce que c'était vraiment elle ou c'était sa sœur jumelle qui jouait à sa place? Je suis en droit de me poser la question. Elle a été brillante dans les phases de groupe, elle a été inexistante dans ce match. Elle n'a jamais réussi à faire la différence. Quand elle l'a fait, elle n'arrivait pas à faire une passe décisive pour l'équipe de France. Elle a beaucoup souffert et quand je l'observais de très près, quand la caméra faisait des gros plans sur elle, après une accélération ou quand elle essayait de déborder sur son aile, je la voyais beaucoup essoufflée. Je me suis demandé si elle n'avait pas du coup un contre-coup physique. En tout cas, elle était à côté de la plaque dans ce match, à tel point que Laurent Bonadei a décidé de se passer de ses services très rapidement dans le match. Et que dire de Kadi Diani, son pendant à gauche, Kadi qui n'a pas fait un grand euro, loin s'en faut, qui a été très laborieuse sur son côté, qui n'a pas fait de différence non plus. Quand elle avait le ballon dans les pieds, elle réfléchissait énormément, elle touchait énormément le ballon avant de se décider à faire une passe, mais c'était trop tard. Les Allemandes récupéraient le ballon, donc tout a été pénible pour elle. Elle mérite également la note de 3 sur 10. Ensuite, je mets la note de 7 sur 10 à deux joueuses, Karchaoui et Grace Guillero, les deux milieux relayeuses qui ont abattu un énorme travail sur le terrain, qui ont essayé d'apporter le surnombre en phase offensive et de colmater en phase défensive, d'essayer de récupérer très rapidement le ballon dans les pieds des Allemandes, qui ont pressé beaucoup dans toutes les parties du terrain. Elles étaient vraiment au four et au moulin, les deux joueuses, et j'ai vu énormément Karchaoui. Le seul problème, c'est que Sakina a également, elle aussi, beaucoup touché le ballon. Et c'est là où on peut aussi remarquer que les joueuses de l'équipe de France ont eu du mal à se démarquer de ce marquage à la culotte effectué par les Allemandes. Et donc, on s'est retrouvé avec une Karchaoui qui voilà, ne savait pas trop quoi faire du ballon, qui le gardait excessivement longtemps dans les pieds et qui n'arrivait pas à trouver des ouvertures. Mais je lui mets quand même la note de 7 pour sa débauche d'énergie, pour son abattage sur le terrain. Pareil pour Graziero qui marque en plus le penalty qui était censé mettre l'équipe sur les bons rails. Enfin, je mets la note de 8 sur 10 à PPM, alias Hulk. Je ne savais pas qu'on l'a surnommé ainsi. Donc Pauline Perromagnin qui a fait un match plutôt solide, qui a fait un bel arrêt sur un penalty tiré par Nusken, qui a permis à l'équipe de France de continuer à y croire,
qui a en plus, et ça j'ai aimé son attitude, essayé de motiver les troupes, essayer d'haranguer les foules, de les exhorter à faire encore plus sur le terrain. Donc elle a fait un énorme match, un match très solide. Elle n'a rien pu faire, hein, sur le but consécutif au corner tiré par les Allemandes. Donc elle mérite amplement cette note de 8 sur 10. Je passe aux Allemandes. Je mets la note de 8 sur 10 aux ailes allemandes, à Jules Brand et Clara Boule. Ce qu'elles ont fait sur leur côté, c'est à montrer dans toutes les écoles. Quand vous êtes dans une situation défavorable, il ne faut pas abandonner, il faut mettre encore plus de cœur à l'ouvrage. Et ces deux filles l'ont montré à chaque instant du match. Elles n'ont jamais abandonné, elles n'ont pas arrêté de harceler les joueuses qu'elles avaient en face d'elles. Elles n'ont pas toujours été lucides du coup, hein, en phase offensive, sur les peu de phases offensives qu'ont eu les Allemandes. Mais un match vraiment plein d'abnégation, un match plein d'agressivité, dans le bon sens du terme, même si elles ont fait quand même beaucoup de fautes. Mais ça fait partie, voilà, des armes qu'elles avaient à utiliser, ces Allemandes, et elles l'ont très bien fait. Je mets aussi la note de 8 sur 10 à la milieu de terrain Sens, que je ne connaissais pas du tout, milieu de terrain de l'Eintracht Francfort, qui avait 3 poumons aussi sur le terrain, qui a beaucoup couru, qui a un petit gabarit, mais qui a été dans tous les duels, qui a gagné énormément de duels en milieu de terrain. Et franchement, c'était extraordinaire à voir. Pareil pour Kett, je mets la note de 9 sur 10 à Kett, donc la latérale gauche bavaroise, que je connaissais pas du tout, hein, c'est comme sens, inconnu au bataillon, et qui m'ont vraiment impressionné. Franchement, Kett, il faut savoir qu'elle a eu Diani sur le dos, Cascarino, Sandy Baltimore, Melvin Mallard. Et elle a éteint toutes ces joueuses les unes après les autres. Rendez-vous compte de la prouesse. Rendez-vous compte de, de, enfin, de l'exploit pour une joueuse qui sort de nulle part et qui se coltine parmi les meilleures attaquantes du monde. Donc bravo à toi, Kate. Moi, je t'aurais donné le trophée de meilleure joueuse, ou en tout cas, je l'aurais partagé avec Anne-Catherine Berger. Anne-Catherine Berger, à qui je mets la note de 9 sur 10 également. Allez voir simplement son arrêt, si vous ne l'avez pas vu. Cet arrêt veut tout dire de l'implication, de la détermination, de la rage qui habitait cette gardienne au moment d'affronter la France. Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis. Je vais finir par une note positive en disant qu'il ne faut pas oublier tout ce que la France a montré. Il ne faut pas oublier tout ce que la France a démontré sur la phase de groupe. Oui, on le sait, l'équipe de France sait y faire en phase de groupe. En général, elle brille, ça c'est sûr. Mais là, je trouve qu'il y avait quelque chose en plus que je ne pourrais pas quantifier, que je ne pourrais même pas, euh, comment dire, euh, je pourrais pas vous retranscrire ça avec des mots. C'est vraiment au niveau de la sensation, de l'impression que j'ai pu retirer de cette équipe de France. Je pense malgré tout que Laurent Bonadei est sur le bon chemin. Il ne doit pas démissionner, il ne doit pas être évincé par la FFF. Il faut lui accorder encore le bénéfice du doute. Il est sur le bon chemin. Le processus n'est pas terminé. On a la Coupe du Monde en ligne de mire. Et là, vraiment, on pourra sortir la guillotine s'il le faut, et lui couper la tête, hein, si ça vous en dit, mais soyons patients, accordons-lui encore un peu de notre confiance, voyons comment la France peut évoluer. C'est un échec retentissant, c'est une gifle cuisante. Il faudra en retirer vraiment les leçons. Je l'ai dit, ça ne se situe pas au niveau des ressorts mentaux. C'était plutôt une question de, de détermination. Alors on peut toujours me dire que c'est mental, mais c'est pas on se chie dessus devant un quelconque écueil sur sa route. C'est pas du tout ça. C'était juste de la détermination, un peu plus de détermination, un peu plus d'envie qui fait que vous êtes plus réaliste, vous êtes plus tueur devant le but.
et plus efficace dans tout ce que vous entreprenez. Ça se situe uniquement à ce niveau-là et il faut, hem, conjurer ce sort, qui, fait que l'équipe de France, reste aux yeux de beaucoup de gens un éternel loser. Il va falloir changer ça et ça va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc il faut encore lui accorder un peu de temps, un peu de notre confiance et voir, comment les choses vont évoluer. Merci à vous les amis, je vais vous souhaiter le meilleur pour la suite. À très bientôt pour d'autres aventures, pour d'autres postes qui arrivent. On est en plein mercato pour les clubs et d'ici là, va va voum!